Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorables membres du Conseil de sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorables membres du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BNU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BNU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BNU demeure fondamentale et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BNU, honorable membre du Conseil de sécurité, la solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure.
Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% d'emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien.
Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui, du coup, fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire, et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes, dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique, en impliquant tous les acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux, dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti, marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui illustrent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple.
Aujourd'hui, nous nous tenons à pointe de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doit être guidée par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission, conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi par la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie en cours d'élaboration avec le Conseil de transition s'appuie sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain. Merci de croire en Haïti, de croire en notre capacité à surmonter, à reconstruire et à prospérer. Ensemble, écrivons le prochain chapitre, un chapitre où chaque Haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité, la prospérité et la dignité, un chapitre où chaque Haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir. Je vous remercie. Я благодарю его превосходительство премьер. Je remercie son Excellence, le Premier ministre d'Haïti, Gary Coney, et je donne la parole à son Excellence, Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Merci infiniment, Monsieur le Président, chers membres du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Coney, nous vous remercions pour cette vision très claire que vous venez d'exposer pour votre pays Haïti. La République dominicaine se tient à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre appui et notre soutien indéfectible. Madame Dupuis, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, nous reconnaissons le travail infatigable que vous déployez avec vos équipes. Je salue également les représentants du Canada et de Saint Kitts et Nevis. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant cette auguste enceinte, mais depuis ma dernière participation, un conseil présidentiel de transition a vu le jour en Haïti et un Premier ministre ainsi qu'un cabinet a été
ont été nommés. Le Premier ministre, M. Kony, et son cabinet ont une mission très importante qui est d'engager leur pays sur le chemin de la paix et de la prospérité. Et d'ailleurs, dans sa première allocution à la classe politique haïtienne, il l'a dit très clairement. Il faudra déployer des efforts importants, mais c'est la seule trajectoire possible pour restaurer la paix et les institutions démocratiques en Haïti. Monsieur le Président, la principale responsabilité revient évidemment au peuple haïtien et à ses dirigeants, mais l'appui de la communauté internationale est dans ce contexte fondamental. Le leadership du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mais aussi le travail de ce Conseil. Il nous faut, dans ce contexte-là, rappeler le soutien des États-Unis, qui assument l'essentiel du financement. Que dire aussi du leadership du gouvernement kényan qui a accepté d'être à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je crois que dans ce contexte, il faut aussi mettre en exergue le travail infatigable de médiation de la CARICOM, dont les efforts diplomatiques ont été indispensables à la promotion du dialogue et de la réconciliation en Haïti. Au-delà de la coordination de l'aide internationale, de l'apport de contingents à la MSS, la CARICOM a fait beaucoup. Le Canada a également équipé et entraîné la mission et je voudrais souligner aussi l'apport en financement en contingent de plusieurs États membres. Tout ceci sont des signes manifestes de la solidarité de la communauté internationale en faveur d'Haïti pour que ce pays surmonte les défis qui se présentent sur son chemin pour un avenir meilleur et plus prospère. Les progrès que nous constatons aujourd'hui sur le terrain sont le fruit de la coopération multilatérale. Et c'est un démenti fort aux critiques à l'égard d'Haïti. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. La République dominicaine, comme je l'ai dit au début de mon intervention, apportera une aide médicale au personnel de la MSS sur le territoire dominicain. Voilà notre contribution. Et je crois que ce sera essentiel pour le succès de la mission. Il faudra évidemment aussi qu'un appui financier soit apporté. La représentante du secrétaire général l'a dit de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel tout aussi clair aux pays qui se sont engagés à financer la MSS. Les engagements pris doivent se concrétiser. Nous encourageons les donateurs à financer de manière pérenne la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour les pays qui n'auraient pas encore envisagé une contribution financière, nous nous permettons de lancer un appel. Il est important d'agir avec célérité étant donné la conjoncture haïtienne. Chaque minute qui passe menace ou risque de mettre en danger l'avenir du pays, menace une vie supplémentaire. En ce qui concerne notre Conseil de sécurité, nous devons impérativement veiller à la pleine application des résolutions 2653 et 2699 qui ont trait à l'embargo sur les armes et au régime de sanctions applicables aux organisations criminelles. Ceci a déjà été rappelé ce matin à plusieurs reprises. La composante de police sort renforcée aujourd'hui en Haïti et son action sera donc plus efficace sur le territoire. Ces résolutions doivent donc pleinement s'appliquer. Monsieur le Président, le BINU a enregistré des avancées significatives en Haïti par les réformes judiciaires engagées, la formation de fonctionnaires, la coopération avec la police nationale afin de lutter contre la criminalité. Le bureau intégré a fait la promotion des droits humains, appuyé des projets communautaires générateurs d'emplois, des programmes pédagogiques à l'attention des jeunes. La coordination de son action, en particulier pour la gestion des catastrophes, sa coopération avec les ONG ont été essentielles pour aider les populations les plus vulnérables. Le BINU joue donc un rôle de premier plan pour la stabilité en Haïti. Dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le BINU est comme un phare, un signe d'espoir pour le peuple haïtien.
Le BINU doit jouer un rôle vital de coordination du processus électoral, un processus qui devra légitimer le nouveau gouvernement haïtien. La crédibilité du bureau intégré en font la bonne entité pour diriger cet effort. Le BINU devra participer à la tenue d'élections ou devra veiller à la tenue d'élections transparentes, justes et représentatives. Je crois qu'il faut aussi mentionner les décennies de services rendus par des fonctionnaires internationaux de notre vénérable organisation qui sont prêts à accompagner le peuple haïtien. Nous exhortons donc le Conseil à reconnaître l'importance du BINU et à renouveler son mandat afin d'assurer la paix, la stabilité et le développement en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. La solidarité et l'engagement indéfectible de la communauté internationale avec Haïti sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Ces derniers 3 ans, ou presque, nous avons été témoins des efforts déployés par ce Conseil, qui montre bien la confiance que nous avons dans le système des Nations Unies. Nous nous engageons à une politique de bon voisinage avec Haïti, mais nous ne pouvons pas nous contenter des succès enregistrés, des jalons franchis. Le chemin vers la paix et le développement en Haïti est semé d'embûches, mais ensemble, nous pouvons faire la différence, avec le peuple haïtien et ses dirigeants. Chaque apport est un pas de plus vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires à s'associer à cet engagement indéfectible et à travailler de manière inlassable afin d'atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous devons donner à ce peuple la possibilité d'imaginer un avenir prospère et pacifique. En tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir d'être à la hauteur de cet immense défi et de manifester que la solidarité et la compassion ne connaissent pas les frontières. Merci. Я благодарю его превосходительство. Je remercie M. Gilles pour son intervention et je donne la parole au Canada. Merci beaucoup. Pouvoir participer à cette réunion avec le Premier ministre Coney, le ministre Dupuis, le ministre Alvarez, Madame Salvador et mes collègues de Saint Kitts and Nevis et Kenya. Mr. President, I'm very pleased to be able to speak on behalf. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe consultatif sur Haïti, créé par le Conseil économique et social, groupe consultatif qui comprend 24 États membres déterminés à accompagner Haïti dans son développement socio-économique à long terme. Nous sommes amis, voisins et partenaires. De rencontrer M. Coney, ça fait 2 ans quand il travaillait avec UNICEF. Et je dois dire, et je le dis dans sa présence, j'étais très impressionné par la rencontre que nous avons eue il y a ces jours-là. Et je suis vraiment encouragé par la vision que vous avez présentée aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. On behalf of the committee, I want... Au nom du comité, je voudrais souligner 5 points fondamentaux. Premièrement, nous nous félicitons des mesures positives adoptées par les acteurs haïtiens afin de mettre en place un gouvernement de transition inclusif. La route a été longue, mais nous avons vraiment réussi. Nous sommes déterminés à accompagner le gouvernement haïtien qui s'efforce de répondre aux besoins de sa population en vue de rétablir la démocratie, des institutions fortes et accélérer le développement durable du pays. Deuxièmement, d'autres l'ont déjà dit, mais j'aimerais insister là-dessus, nous devons soutenir Haïti pour que les autorités puissent répondre aux besoins humanitaires immédiats de la population, comme énoncé dans le plan d'intervention humanitaire 2024. 24,3% de ce plan a été financé, comme Mme Salvador l'a dit, mais
674 millions de dollars qui sont nécessaires, ce qui veut dire que nous manque encore près de 500 millions de dollars. Ce qui est très grave car le nombre de personnes déplacées ne fait que croître. Troisièmement, nous nous félicitons de l'arrivée de la mission d'appui à la sécurité et nous remercions le Kenya qui s'est engagé dans cette voie. Nous encourageons d'autres États membres à emboîter le pas au Kenya. Il faut joindre le geste à la parole et apporter une aide concrète à cette mission. Le déploiement de la mission, nous l'espérons, renforcera les capacités de la police nationale d'Haïti afin que la sécurité soit rétablie. Comme nous tous, les Haïtiens, comme tout un chacun, ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent rentrer chez eux ou quitter leur maison sans avoir peur d'être tués, enlevés ou violés. Les services essentiels doivent être rétablis. Les entreprises doivent reprendre leur activité. Les écoles et les établissements éducatifs doivent être protégés. Et un espace doit être créé pour la tenue d'élections libres et transparentes. Sans oublier les efforts nécessaires pour continuer à bâtir des institutions plus fortes. Quatrièmement, nous encourageons les institutions haïtiennes à continuer de s'attaquer aux causes profondes des problèmes qui causent l'instabilité et la vulnérabilité dans le pays. Pauvreté extrême, corruption, impunité et collusion entre les sphères politiques et économiques, qui pour nous sont le fond du problème, à la racine. Il faut que nous soyons préparés à accompagner ces efforts sur le long terme aussi, pas seulement aujourd'hui. Nos consultations avec les parties prenantes ont permis de recenser des domaines dans lesquels les capacités haïtiennes doivent encore être renforcées. D'abord, la sécurité et la protection des droits humains de la population. Ensuite, la prestation des services essentiels, éducation et santé surtout. Troisièmement, renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Quatrièmement, enrayer l'afflux d'armes et de munitions dont bénéficient les gangs. Plusieurs déclarations en ont fait état. J'aimerais remercier tout particulièrement les États-Unis pour les annonces importantes faites ces derniers mois, annonces qui devraient apporter des solutions à ce problème. Il faut démanteler les gangs et réduire la violence communautaire, donner aux femmes et les filles les moyens d'agir et répondre aux problèmes de violence sexuelle et fondée sur le genre, investir dans l'éducation et la formation professionnelle des jeunes, promouvoir la croissance économique inclusive et la création d'emplois, renforcer l'état de droit et enfin renforcer la résilience du pays face aux effets dévastateurs des catastrophes et des changements climatiques. D'ailleurs, toute la région y est confrontée aujourd'hui, à l'heure même où nous parlons. Enfin, eu égard à la crise pluridimensionnelle qui frappe Haïti, le soutien actif et les compétences des Nations Unies dans tous ces domaines sera essentiel pour trouver des solutions répondant aux besoins des Haïtiens, pilotés par les Haïtiens eux-mêmes. Il faut que nous puissions travailler ensemble, en coordination avec les autres partenaires, les organisations régionales et les institutions financières internationales aussi. Enfin, Monsieur le Président, nous exhortons le Conseil à renouveler le mandat du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour 12 mois au moins. Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil de sécurité doit tout faire pour que le BINU soit doté de moyens suffisants en termes de personnel et de ressources pour venir en aide à ce pays plongé dans une crise profonde. Toutes les parties prenantes doivent être associées à ces efforts. L'heure est venue de réaffirmer notre solidarité aux côtés du peuple haïtien et mobiliser notre soutien. Mais notre solidarité avec la population haïtienne et de mobiliser notre appui pour Haïti, mais de le faire non seulement dans nos paroles,
mais dans tout ce que nous faisons en pratique pour assurer la paix, la sécurité et la justice pour la population haïtienne. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Canada et je donne la parole au représentant de Saint-Kitts-et-Nevis. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, pour commencer, présenter les félicitations de la CARICOM à votre délégation pour votre accession à la présidence du Conseil au mois de juillet. Nous vous souhaitons les pleins succès à la présidence du Conseil. Et nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, pour son exposé sur le rapport du secrétaire général sur le BNU. Je me réjouis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au nom des 14 États membres de la CARICOM sur la situation en Haïti. Monsieur le Président, le rapport n'est pas seulement exhaustif, il est également instructif et nous continuons d'être reconnaissants à l'ensemble de l'équipe du BNU pour les efforts inlassables qu'il déploie afin de venir en aide à cette nation sœur Haïti en vue de rétablir la démocratie, la paix et la sécurité. La CARICOM se félicite des progrès réalisés en vue de renforcer la bonne gouvernance en Haïti. Nous prenons note de la désignation d'un conseil présidentiel de transition et d'un premier ministre de transition, son Excellence Gary Coney, et son cabinet ministériel. Nous nous félicitons de l'importance de la coopération entre les membres du Conseil avec les parties prenantes sur place pour plus de stabilité politique en Haïti. Ces évolutions sont cruciales si nous voulons que des élections libres et transparentes se tiennent en Haïti. Nous souhaitons le meilleur au Premier ministre Coney à cette étape importante pour le pays. Et nous remercions Et nous nous engageons à l'échelle régionale à aider le peuple haïtien à cheminer sur la voie de la prospérité, du progrès et de la paix. L'insécurité en Haïti est causée par la violence des bandes criminelles. C'est une source de vive préoccupation pour toute la région. Comme l'indique le rapport, la violence des gangs entrave le fonctionnement des secteurs d'importance vitale pour le pays. S'attaquer donc à la violence des gangs demeure une des priorités les plus urgentes pour arriver à la stabilité en Haïti. En l'absence de stabilité, il sera impossible d'avancer sur les autres fronts. La violence des bandes criminelles, des gangs se manifeste tous les jours. Le nombre d'homicides n'a fait qu'augmenter, en effet, pendant la période de l'examen, sans oublier la violence sexuelle contre les femmes et les filles à des niveaux alarmants et le recrutement d'enfants. La destruction de 3 stations de police et de 3 prisons par les gangs ne fait qu'exacerber les problèmes opérationnels auxquels se heurtent ceux qui sont censés préserver l'état de droit en Haïti. Des attaques délibérées contre les institutions de l'État qui devraient être considérées comme des actions stratégiques. La situation est aujourd'hui incontrôlable et la CARICOM condamne ces actions et demande à ce que justice soit faite. Dans ce contexte, Monsieur le Président, la CARICOM salue le gouvernement kényan qui a déployé son premier contingent de policiers en Haïti le 25 juin 2024, conformément à la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Nous appuyons le mandat de cette mission multinationale d'appui à la sécurité, dont l'objectif est de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour que celle-ci puisse rétablir la sécurité et créer les conditions propices à la tenue des élections. Nous exhortons le Conseil à continuer d'appuyer le mandat de la mission. Plusieurs États membres de notre région continuent également de
tout mettre en œuvre pour que leur propre contingent soit également déployé, outre les autres formes de soutien dont devrait bénéficier la mission d'appui à la sécurité. Nous implorons donc les autres États membres à renforcer leur soutien à la mission. Comme l'indique le rapport, des efforts significatifs supplémentaires par les partenaires internationaux sont requis pour que les besoins opérationnels et budgétaires de la mission soient satisfaits, pour qu'elle puisse continuer de se déployer tout au long de la transition politique d'Haïti. La mission joue un rôle crucial pour que les conditions